Monsieur de Quiche, vous avez 23 ans, vous êtes en année supplémentaire, c'est-à-dire que cela fait 4 ans que vous êtes à l'école, vous êtes en 5e année. Vous êtes agrégé de lettres. Vous n'avez jamais été interne? Non, jamais. Pourquoi? Bien, pour une raison très simple, je suis entré à l'école et je me suis marié au moment de mon entrée à l'école. Et les élèves mariés ne sont pas internes. Ne peuvent pas? Ne peuvent pas être internes dans cette école. Est-ce que vous sentez maintenant votre carrière toute tracée ou est-ce qu'il y a encore quelques hésitations possibles? Oh, bah, heureusement, il y a quand même quelques hésitations possibles. Certains choix possibles. Ce qui reste tout de même assez tracé, c'est la voie générale. Disons qu'elle sera essentiellement universitaire. Oui. Vous êtes lié par contrat, non? Oui. Un contrat que vous avez signé à quel moment? Au moment du concours de l'école. Avant d'entrer, par C'est cela. Et un contrat qui vous lie de quelle manière? Eh bien, qui nous lie à l'éducation nationale pour 10 ans. Tout ça commence à être un peu lointain, mais enfin, je crois que c'est ça. 10 ans, oui. Oui. Et en échange de ce contrat, vous êtes presque fonctionnaire en entrant à l'école. Oh, tout à fait totalement fonctionnaire. Enfin, totalement fonctionnaire stagiaire d'ailleurs, mais en fait, fonctionnaire de toute façon. Vous avez un salaire par conséquent? C'est cela. De combien à peu près? Bien, actuellement, presque 1000 francs par mois. 100 000 anciens francs. C'est ça, oui. Mais lorsque vous êtes entré, vous n'avez pas eu le sentiment à ce moment-là de devenir brusquement privilégié, donc quand on franchit la porte pour la première fois? Ah, si, enfin, je pense que c'est le cas pour beaucoup. Personnellement, j'en étais simplement heureux. C'était une cause de grande satisfaction. Il y a même pour certains, enfin, un simple plaisir d'arpenter quelques couloirs qui, les premiers temps, est très vif. Bon, ce n'est pas encore à ce moment-là, parce qu'on se dit, plus tard, toutes les portes me sont ouvertes. C'est le contentement d'avoir gagné à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est de cet ordre-là, à peu près. L'idée d'entrer à Normal, c'est vous qui l'aviez, ce sont vos parents? Je pense que mes parents l'avaient, mais enfin, elle m'est venue personnellement et naturellement, en quelque sorte. Vos parents sont des enseignants? Oui, tous les deux. Puis c'est presque une question de proximité. J'ai toujours habité tout près d'ici. J'ai été d'abord au lycée Montaigne, ensuite au lycée Louis-le-Grand. C'est-à-dire je suis passé pendant 5 ans devant la porte de cette école. Alors, ma foi, c'était... C'était l'école du quartier? C'est ça, voilà, c'était le chemin. Monsieur Bouvresse, vous avez été reçu premier à l'agrégation de philosophie. Vous êtes cette année en année supplémentaire, en 5e année. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Comment êtes-vous devenu normalien? Alors, vous êtes une exception. Oui, je représente une exception, disons, sans aucune signification normative, à double titre. D'abord parce que, pour des raisons d'origine sociale, il se trouve que je suis fils d'agriculteur, ce qui représente effectivement un cas très exceptionnel à l'école. Dans quelle région vos parents sont-ils agriculteurs? Mes parents sont du Doubs, ils habitent à 30 km de Besançon. Et maintenant, est-ce que vous considérez que votre carrière, votre vie est toute tracée ou est-ce que vous avez encore quelques hésitations? Bon, dans une très large mesure, je pense que ma carrière, si on veut employer ce mot, est à peu près tracée. C'est-à-dire que je me sens pratiquement aujourd'hui déterminé dans le sens de la carrière universitaire la plus classique. Professeur? Ce qui me semble, oui, c'est ça, le professorat, ce qui me semble convenir le plus à mes aptitudes, enfin, la juste appréciation que je pense pouvoir en faire dans une certaine mesure. Je ne me sens pas une vocation ni de découvreur au sens propre, ni encore moins d'homme politique ou de quoi que ce soit de ce type-là. Ce qui me semble le mieux correspondre actuellement à mes possibilités, c'est la carrière professorale classique. Est-ce que matériellement, cette idée vous satisfait pleinement? Je ne pense pas, je ne peux pas dire honnêtement que matériellement elle me satisfasse pleinement, pour toutes les raisons que chacun sait très bien, qui est qu'il y a une dévalorisation actuelle de la profession d'enseignant. Enfin, je pense que cette dévalorisation correspond de façon très prosaïque justement
à des questions de traitement. Je pense qu'il faut avoir la franchise de le dire. Il y a peut-être aussi une certaine dépréciation morale de l'enseignant dans la mentalité actuelle, pas seulement française d'ailleurs. Alors, je ne peux pas dire que matériellement ça me satisfasse pleinement. Ce qui me satisfait néanmoins, c'est pour une très grande part l'indépendance morale, disons, qui me semble être possible à l'intérieur de cette profession. Je pense que c'est une des rares professions, peut-être avec celle d'agriculteur, enfin dans le système français actuel, qui permettent encore, si vous voulez, de jouir d'une sphère de liberté à peu près intégrale à l'intérieur d'un certain domaine. Je pense que l'enseignant jouit dans une certaine mesure d'une sphère de liberté qui est absolument intangible. Enfin, je dis bien dans une certaine mesure. Oui. Vous êtes marié? Je suis marié. Votre femme est professeure aussi? Ma femme est professeure. Je suis marié depuis le mois d'avril. Je suis marié 3 mois avant de passer l'agrégation. Est-ce que vous portez un jugement même enfin, sentimental sur les générations précédentes? Est-ce que sur les gens qui sont en place en ce moment, par exemple, sur les gens qui ont 40, 50 ans, est-ce qu'ils vous paraissent vous gêner? Enfin, est-ce qu'ils vous paraissent vous bloquer? Oui, dans une certaine mesure, honnêtement, oui. C'est l'impression que j'éprouve. Je pense que, bien sûr, c'est une impression tout à fait personnelle. Je n'en fais pas une constatation qui se voudrait objective. Mais ce que je peux dire, c'est que, peut-être à la différence de la plupart des gens de mon âge, j'éprouve plutôt un sentiment d'impuissance que de révolte. C'est-à-dire que je trouve le poids des générations précédentes positivement accablant, enfin dans tous les sens du mot. Je pense que dans le domaine intellectuel, ils nous accablent de leurs connaissances et de leurs travaux. Enfin, il se trouve que là, il y a un problème matériel élémentaire. Quelqu'un qui a travaillé une question 15 années de plus que vous, forcément, c'est plus de choses, ça se sent d'une manière ou d'une autre. Donc, dans le domaine intellectuel, ils nous accablent du poids de leurs connaissances, ils nous accablent dans le domaine moral, enfin, du poids de leur conscience professionnelle, de leurs belles actions. Ils nous accablent dans le domaine qu'on pourrait dire humain tout court, du poids de leurs expériences, mais ils ont tous fait, pour la plupart, ils ont fait de la résistance, ils ont conquis des décorations, etc. Et Dieu sait qu'il y a encore des gens qui y accordent beaucoup d'importance. Alors, je trouve que le poids des générations précédentes, pour moi, est incontestablement accablant. Et dans le domaine universitaire, si vous voulez, qui est celui qui me préoccupe le plus, je le ressens de façon absolument dramatique. Votre pessimisme, là, vient de ce que vous représentez le monde d'une certaine manière, enfin l'avenir du monde d'une certaine manière, l'avenir presque immédiat. Enfin, vous parliez de vos enfants, c'est bientôt. Oui, alors c'est un pessimisme, je ne sais pas, je serais très embarrassé pour le définir. Je crois qu'il est plutôt moral. En somme, je crois que j'ai un peu honte de dire ça à mon âge, si vous voulez, mais c'est un pessimisme qui me vient de ce que j'appellerais, en sens très particulier, l'absence de moralité du monde actuel, et spécialement de la jeune génération. Alors évidemment, c'est parfaitement stupide, si vous voulez, de dire ça à mon âge, mais je pense qu'on on entre dans un monde qui est quand même moralement fermé, c'est-à-dire où j'ai bien peur que les ambitions de la jeunesse se restreignent, en somme, à la voiture, à l'appartement confortable, etc. Et comme il s'agit bien entendu d'un phénomène de concurrence économique, il n'y a pas aucune possibilité d'y résister. Enfin, vous et moi sommes pratiquement obligés d'avoir une voiture, etc. Et ainsi de suite. Alors je trouve ça extrêmement désolant, car il me semble que c'est vraiment sans espoir de ce point de vue-là. J'ai l'impression que la situation ne peut aller qu'en se dégradant. C'est-à-dire, je crois que, je vous disais tout à l'heure, une formule qui pouvait peut-être vous surprendre, que je pensais assez naturellement qu'on était plutôt soumis au pouvoir des choses qu'à celui des hommes. Eh bien, je pense qu'en ce moment, il me semble que nous sommes particulièrement victimes dans notre système économique de la... Comment pourrait-on dire nous sommes, si vous voulez, essentiellement des consommateurs, et des consommateurs obligés. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons, à mon avis, ni la production économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ni surtout la consommation. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, je trouve que, enfin, c'est en gros ce qui justifie intégralement mon pessimisme, ce qu'on pourrait appeler mon pessimisme, dont je dis qu'il était moral, et en fait, vous voyez qu'il faudrait plutôt dire qu'il est économique, pour être exact. Quel est l'homme que vous admirez le plus? Alors là, je crois que je peux vous répondre sans hésitation que c'est Jean Cavaillès. Pour des raisons à la fois intellectuelles et morales. Des raisons intellectuelles, parce que précisément... Qui était Jean Cavaillès? Alors Jean Cavaillès, qui est un ancien élève de cette école, enfin quelqu'un qui s'est particulièrement distingué par ses recherches dans le domaine de la philosophie de la logique et de la philosophie des mathématiques, à tel point qu'encore aujourd'hui, la plupart de ses ouvrages demeurent à peu près inaccessibles aux étudiants que nous sommes. Donc c'est quelqu'un qui intellectuellement m'impressionne extrêmement, et puis il m'impressionne pour une autre raison, qui sont... ses activités, notamment au service de la résistance et sa fin, puisqu'il a été fusillé par les nazis. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, justement, le problème de la résistance, à propos du poids accablant que représentaient pour moi les générations précédentes, je pense que Cavaillès est pour moi, au sens le plus propre du terme, représente pour moi un fardeau accablant. Vous voyez en quel sens j'entends cette expression. Je veux dire que c'est un homme en face duquel je me sens vraiment très petit. Et je pense que je peux dire de beaucoup que c'est le personnage qui, dans mon univers intellectuel, m'impressionne actuellement le plus.
et même Macan. Monsieur Baudot, vous êtes agrégé de lettres, vous êtes en année supplémentaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites cette année? Eh bien, je suis précisément en année supplémentaire, c'est-à-dire que je commence à chercher un sujet de thèse. Et en particulier, je consacre cette année à la préparation d'un mémoire aux hautes études sur la musique romaine. C'est un mémoire assez peu ordinaire, enfin qui peut surprendre, puisque il ne nous reste évidemment rien de la musique romaine. Mais ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'est de voir qu'à Rome, qui pourtant est réputée nation conquérante, nation militaire ou nation juriste, mais nation peu artiste, à Rome, cependant, il y a eu des gens qui faisaient de la musique. Et pourquoi ont-ils fait de la musique? Je voulais montrer que la musique, au fond, même à Rome, avait une place prépondérante. Est-ce que vous vous souvenez l'année, du jour même où vous êtes entré ici? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous étiez à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez? Très bien, oui. Vraiment, vraiment très très bien. J'étais un petit provincial qui arrivait vraiment du fond de sa province. Enfin, j'avais préparé ma cagne à Caen. Et ma famille actuellement habitant à Bayeux, j'étais plus souvent à Bayeux qui vraiment est une petite ville. Et j'arrivais ici complètement perdu, complètement apeuré, pas du tout avec le cri de Rastignac aux lèvres, enfin nous de Paris. J'avais bien l'impression que Paris allait me dévorer. Et j'étais vraiment extrêmement timide, content bien sûr, l'impression quand on entre et quand on réussit le concours que tout est fini. En réalité tout commence et le lendemain j'ai commencé, moi, à déchanter. Pourquoi déchanter? Déchanter, parce que là aussi je me faisais un certain nombre d'illusions qui ont été vite perdues, dans la mesure où on s'attend à trouver en entrant à l'école un milieu cultivé, un milieu extrêmement brillant. C'est extrêmement naïf, vous savez, quand on a 20 ans, on pense que ce genre de choses peut exister. Et lorsqu'on entre dans le réfectoire, où on croit qu'on va trouver l'équivalent d'un banquet de Platon ou de repas épicuriens, en réalité on se fait accueillir par des croûtons de pain. Mais au fond, c'est extrêmement salutaire, c'est un rappel des réalités, et pourquoi pas. Comment voyez-vous votre carrière maintenant? Vous savez, je n'aime pas du tout me faire à l'idée d'une carrière. Enfin, une carrière, on la voit effectivement, comme vous disiez. Et c'est un peu dommage de voir son avenir fixé à l'avance. Enfin, j'aurais l'impression, si je m'imaginais la carrière que je vais envisager, de revivre mon passé. Et ça, je me refuse à revivre un passé d'avance. Et cette carrière, elle sera ce qu'elle sera. Je vais peut-être faire de l'enseignement, peut-être de la recherche, peut-être l'un et l'autre, alternativement. Vous croyez que vous enseignerez? Je pense que j'enseignerai au moins pendant ce que nous appelons le service militaire et qui maintenant est consacré à un service d'enseignement à l'étranger, soit dans les pays de la coopération, soit dans certains pays comme le Canada qui ont signé. Mais après? Après, je ne sais pas. Et si vous Sincèrement, enseignez? je ne sais pas. Je suis prêt à accepter tout ce qui me passionnera à ce moment-là, mais je ne peux pas dire d'avance ce que j'aimerais faire. Mais ce qui vous passionne le plus en ce moment, c'est la musique? La musique, bien sûr. C'est la musique, et c'est pour ça que j'en ai fait ici. C'est pour ça que je pense en faire, quel que soit mon métier. Et au fond, ça n'a pas d'importance, le métier que je choisirai. Enfin, j'espère que ça ne vous surprend pas trop et que ça ne vous choque pas trop, ce que je dis là. Ce que je veux dire, c'est que mon métier, je compte le faire, quel qu'il soit, très sérieusement, très consciencieusement, comme chacun d'entre nous. Mais dans ce métier, et par ce métier, j'espère aussi pouvoir faire passer à mes élèves, si ce sont des élèves, à mes étudiants, si ce sont des étudiants, faire passer mon amour de la musique. Mais quelle que soit la matière que vous enseignez? Et quelle que soit la matière que j'enseigne. Ce serait peut-être plus simple d'enseigner la musique, non? Si c'était possible, oui. Je ne pense pas qu'actuellement en France ce soit possible, voyez-vous. Ici, qu'avez-vous fait justement pour la musique? Un certain nombre de choses. Enfin, quand je suis entré à l'école, il y avait dans tous les coins de l'école des gens qui faisaient de la musique. Ça m'a surpris, agréablement surpris. Mais ils étaient un peu tout seuls. Enfin, ils jouaient du violon, de la trompette, chacun dans les caves ou sur les terrasses. Mais c'était pas très organisé. Alors j'ai eu l'idée de monter un orchestre classique, bien sûr, parce que ces gens-là étaient passionnés de classique, de musique classique. Et nous avons donc réuni quelques camarades. Et petit à petit, l'orchestre a pris forme. Et depuis 3 ans. C'est vous qui le dirigez? C'est moi qui le dirige, oui. Ce soir, vous répétez, qu'y a-t-il? Qui y aura-t-il? Au violon, il y aura Ville, qui est un sinologue. Il y aura la femme d'un normalien qui s'appelle Madame Boutan.
il y aura un certain nombre de gens extérieurs à l'école. Il y aura Salin, Antoine, qui est un normalien actuellement en stage à Orsay, un scientifique. Et puis un certain nombre d'autres. Il y a des gens comme Vidal Madjar, qui est un grand mathématicien, et aussi un spécialiste de musique contemporaine, de musique concrète. C'est un oboïste, lui. Il a d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est qu'il a commencé le hautbois en entrant à l'école. En sachant qu'il y avait un orchestre, il a dit « il faut que je fasse partie de cet orchestre dans 2 ans ou 3 ans ». Et il a appris le hautbois avec M. Pirlot. Il y a aussi Aymar, qui est aussi un mathématicien, qui lui a appris la trompette dans les mêmes intentions. Vous dirigez l'orchestre cette année, l'année prochaine vous ne le dirigerez plus? L'année prochaine, oui, malheureusement je serai parti. Alors j'avais essayé au début de l'année de former un pianiste à la direction d'orchestre, ce qui à la rigueur peut se faire en 1 an, mais personne n'a accepté. Alors j'étais très ennuyé pour trouver quelqu'un qui accepterait de diriger l'orchestre quand je serai parti, donc. Et finalement, comme nous connaissions une personnalité du monde scientifique qui est extrêmement musicienne, nous nous sommes adressés à elle. Et il s'agit de M. Monod, le prix Nobel de cette année. Et c'est lui qui va diriger Et l'orchestre? c'est lui qui dirige l'orchestre à partir de l'an prochain. Déjà, dès cette année, il assure une partie de répétition. Est-ce que vous pensez que la France, dans une vingtaine d'années, ressemblera à ce qu'elle est aujourd'hui? J'espère que non. Enfin, j'espère que, dans mon cas particulier, qu'il y aura beaucoup plus de musiciens, que surtout ils pourront se faire entendre davantage. J'espère qu'elle sera encore plus ouverte. Elle est en train de s'ouvrir, je crois, au monde, ce que j'appelle au monde étranger, enfin à l'étranger. Et j'espère aussi que nous pourrons contribuer à cette ouverture. Est-ce que vous avez l'impression d'être gêné, bloqué par ce qu'on appelle généralement les aînés, enfin les générations Non, pas précédentes? du tout. Alors vraiment pas. J'ai toujours rencontré auprès des aînés une très grande compréhension. J'ai des amis qui sont assez âgés dans tous les milieux, et les milieux très hauts, placés, je veux dire aussi bien universitaires qu'autres. Et ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est que ce sont toujours des gens pleins de bonne volonté, prêts à nous aider. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, au fond, ça ne marche pas très bien. Personnellement, ils sont prêts à nous ouvrir toutes les portes. Monsieur Le Villain, en quelle année êtes-vous? Je suis en 5e année de l'école. Cette année, vous préparez l'agrégation? Cette année, je me présente à l'agrégation, oui. L'histoire. L'histoire. D'anciens normaliens, enfin, tout le monde le sait, sont devenus des hommes politiques célèbres, Herriot, Pompidou. Depuis la création de l'École nationale d'administration, de l'ENA, un certain nombre de carrières sont, peut-on dire, fermées aux normaliens. Est-ce que vous le regrettez? Je ne peux pas le regretter dans la mesure où je ne crois pas non plus que la création de l'ENA ait fermé un certain nombre de carrières systématiquement aux normaliens. Il est toujours possible de rentrer dans ces carrières d'une manière parallèle sans passer par l'ENA, je pense. Et inversement, il est certain que la spécialisation d'une école, du point de vue administratif, fait qu'il y a d'une part un certain nombre de gens plus nombreux qui se destinent à ces carrières et donc qui créent une sorte de concurrence. Et d'autre part, c'est un esprit nouveau, donc une école typique, qui fait qu'entrer dans telle ou telle carrière suppose qu'on s'oriente différemment dans le cours de ses études. Vous n'avez jamais été tenté personnellement par l'ENA? On l'est, je crois, toujours plus ou moins à un certain moment au cours de la vie que l'on a à l'école, dans la mesure où la spécialisation dans une matière précise fait que l'on cherche toujours une ouverture sur quelque chose d'autre, d'une part par exigence personnelle, d'autre part parce que je crois que c'est assez l'esprit de l'école. Est-ce que cette tentation, cette presque tentation de l'ENA n'exprime pas un certain goût du pouvoir qui existerait chez certains normaliens, conformément à la tradition justement à laquelle je faisais allusion tout à l'heure? Je crois que le goût du pouvoir, enfin disons, chez les normaliens, fait partie profondément de la mythologie de l'école. D'une part parce que on croit finalement que rentrer à l'école vous offre plus de possibilités que partout ailleurs pour faire de la politique ou entrer dans la politique. D'autre part parce qu'il y a, disons, des normaliens célèbres qui font de la politique et que le petit nombre d'entre eux qui s'est adonné à la politique y a réussi. Mais la notion de goût du pouvoir me semble quelque chose d'extrêmement limitatif par rapport aux exigences profondes qui sont celles de l'élève de l'école normale. D'autre part, elle me semble à l'extrême pointe de ce qu'il désire faire, qui est plutôt, je dirais, un goût de faire et un goût d'agir. Est-ce qu'on peut parler de maître à penser en ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, je vous dirais que je n'aime pas tellement l'expression. J'avais mis des guillemets.
Parce que je crois qu'un des grands privilèges alors de l'école, c'est au fond moins d'être sous la coupe d'un maître à penser que d'acquérir un certain esprit critique, et d'autre part les capacités et les moyens de pouvoir lire un certain nombre de gens qui sont des maîtres. Et au fond, si on cherche par exemple quels sont les maîtres à penser de l'école normale, on est amené, je dirais, extérieurement à dire il y a certainement Marx, il y a certainement Freud, il y en a d'autres. Mais je crois qu'il y a moins Marx et Freud comme maîtres à penser exerçant une influence déterminante sur la vie de l'école qu'une certaine manière de lire Marx et Freud dans la vie de l'école, alors à laquelle participe plus ou moins le reste, l'ensemble des normaliens. Est-ce que vous pourriez me dire quelle idée vous faites de la France de 1985, par exemple? Est-ce qu'elle aura beaucoup changé ou pas? Et dans quel sens? Je crois que la France de 1985, s'en faire une idée, est assez difficile, mais je pense qu'elle aura un rôle et une place extrêmement importante. Et ceci, je dirais, quelle que soit sa taille et les moyens dont elle dispose pour rayonner dans le monde. D'une part, par sa politique extérieure, je crois, quelle que soit sa taille, où elle peut assumer aussi bien une politique de pondération qu'une politique de présence, ou bien qu'elle s'intègre à une Europe qui se fera. Ceci d'autant plus que je pense que dans l'Europe, la France peut avoir l'occasion, sinon de jouer un rôle de leader, du moins de jouer un rôle peut-être de cristallisateur, dans la mesure où par un certain dialectique d'indépendance et de réflexion, elle peut susciter un esprit européen qui, de toute manière, reprendra à son compte un certain nombre de valeurs qui sont aussi des valeurs françaises. Avoir 25 ans en 1966, c'est exaltant? Je trouve qu'avoir 25 ans en 1966, c'est beaucoup plus exaltant que d'avoir eu 25 ans en 1938 ou en 1914. Monsieur De Wulf, vous êtes en quelle année? 4e année. 4e année. Vous avez d'abord été un scientifique, maintenant vous êtes un littéraire. Oui. Je pense que vous voulez une explication sur ce revirement. Je ne suis pas tout à fait un littéraire actuellement. J'ai été dans les 2 premières années à l'école, les 3 premières années même, j'ai été physicien. Et petit à petit, j'ai opté pour une voie nouvelle qui est à mi-chemin entre les sciences et les lettres, qui s'appelle les sciences humaines. Et c'est dans ce domaine actuellement que je me spécialise. En tant que scientifique, vous aviez renoncé à l'agrégation. Je renonce à l'agrégation maintenant. Je n'avais pas renoncé jusqu'ici, puisque c'était la voie normale qui consistait à suivre le déroulement des études scientifiques, la licence, le diplôme et l'agrégation. Vous allez faire une thèse par conséquent? Oui. Je vais vous demander dans quel domaine vous ferez cette thèse? Je la fais en théorie de la monnaie. En théorie de la monnaie. Théorie de la monnaie aux hautes études. 6e section des hautes études. Depuis la création de l'École normale nationale d'administration, depuis la création de l'ENA, un certain nombre de carrières qui traditionnellement étaient, je ne dis pas réservées, mais enfin, presque aux normaliens, ne le sont plus, les carrières diplomatiques, les carrières politiques en général. Est-ce que vous êtes attristé de cela? Pas du tout, non. Je vois pas la différence. Évidemment, c'est peut-être une petite gêne, mais au fond, en fin de compte, tout le monde peut faire ce qu'il veut, il suffit de le vouloir vraiment. Vous avez été tenté par l'ENA, personnellement? Je fais Sciences Po en même temps, actuellement, en même temps que l'école, mais je ne fais pas la section service public, je suis en relations internationales. J'ai été tenté de faire service public et d'essayer de passer l'ENA après. Seulement, après 4 ans d'école, refaire 3 ans d'école d'administration, et au fond, acquérir un diplôme et aller dans une voie qui ne sera pas qui ne vous donnera rien de tellement supérieur à ce qu'on fait déjà, j'ai trouvé que ça n'en valait pas la peine. Est-ce qu'au fond, vous ne pensez pas que ça n'est pas utile pour vous de faire l'ENA, que vous pourrez tout aussi bien obtenir éventuellement les mêmes postes si vous en avez envie? Exactement. Du simple fait d'être normalien. C'est ça. Je pense que c'est pas du tout utile pour moi de faire l'ENA. Ce serait toujours juste une petite plus-value qui serait pas mal, évidemment, mais qu'on peut facilement acquérir ailleurs. Oui. Est-ce que vous imaginez que vous aurez un rôle dans la vie publique, dans la vie de l'État, par exemple, ou non? Est-ce que vous imaginez engagé dans la vie politique ou non? Dans la vie politique, non. Dans la vie administrative de l'État,
peut-être, je l'espère, dans la mesure où on fait des travaux d'économie, on fait de la recherche économétrique, dans la mesure où on peut acquérir des postes administratifs, oui. Mais je ne me fais pas vraiment de prévision à si long terme. 20 Non. ans, c'est trop long. 10 ans, ce serait mieux? Ce serait plus imaginable? 10 ans, c'est plus facilement imaginable, évidemment. Dans 10 ans, je serai toujours dans l'université, je pense. D'ailleurs, je pense jamais vraiment quitter l'université, car c'est au fond le rôle primordial de l'école. Mais après, je pense qu'en parallèle, c'est ce que font d'ailleurs un grand nombre de professeurs à l'université, c'est qu'avec le parallèle de l'université, vous allez dans des postes administratifs, voire même dans les organisations internationales. Il y a aussi un débouché énorme. Les organisations internationales et les organisations européennes. Vous pensez à cela pour vous, par exemple? Oui, très certainement. Quelle organisation, par exemple? Je dois dire qu'au début, je pensais à l'UNESCO, parce que c'est une voie assez facile pour nous, mais maintenant je pense aux organisations du marché commun, organisations économiques du marché commun, voire même au Bureau international du travail. Vous êtes très joueur, non? Oui, j'aime le jeu, mais Et vous aimez assez bien concilier vos connaissances scientifiques avec les jeux, non? évidemment, quel avantage aurait-on dans ça à être scientifique? Par exemple, pour le bridge, vous avez étudié la question de ce point de vue. Oui, bien sûr. Vous avez fait un petit traité, enfin, une esquisse de traité. C'est-à-dire que j'ai récolté dans je ne sais combien d'ouvrages une esquisse de traité, oui, si vous voulez. Sur vos murs, il y a des bateaux. Oui, j'aime beaucoup le bateau, oui. À voile uniquement, hein, pas À de voile moteur. uniquement, oui. Qu'est-ce que c'est celui-là, là? Ça, c'est Sovereign, le bateau un bateau anglais qui était challenger à la Coupe America, avec Kerwena. Vous aimez les armes aussi? Les chiens? Les chiens, oui, les chiens. Le cinéma? Beaucoup, oui. Mais je dois dire que j'abandonne actuellement le cinéma, parce que c'est une occupation qui vous prend votre temps. On regarde la critique, on se dit tiens, tel film doit être bien, il faut que j'aille le voir, et puis tel autre, et on finit par faire que ça. Je dois dire que j'ai découvert le cinéma en rentrant à l'école, et pendant un an, je n'ai fait que du cinéma. Enfin, je n'ai pas fait que du cinéma, mais une grande partie de mes loisirs consistait à aller au cinéma, à se documenter. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir 25 ans ou 24 ans en 1966, ou est-ce que vous préfériez avoir 25 ans, ou avoir eu 25 ans un peu avant, ou avoir 25 ans un peu plus tard? Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas si c'est une bonne idée, c'est évidemment un état de fait. Non, c'est évident que dans la mesure où on connaît ce qui s'est passé avant, on aimerait bien être là. Moi, j'adorerais me trouver dans un monde que je connais déjà, dont je connais l'évolution. Je permettrait de faire ce qu'on veut, de devenir quelqu'un de très intéressant. Vous pensez que dans 20 ans, la France sera à peu près ce qu'elle est aujourd'hui, ou très différente? Vous me demandez une opinion tout à fait personnelle là-dessus. Je me pose quelquefois la question, bien sûr, mais non, à vrai dire, je n'envisage même plus la France dans 20 ans. J'envisage quelque chose, un concept européen, une Europe unie. J'aimerais, c'est-à-dire, vous savez, on a toujours tendance à voir le monde comme on voudrait qu'il soit et à créer ainsi des grands ensembles, si on veut créer des ensembles, des grands ensembles ou des petits ensembles, si on veut en voir des petits. À votre avis, je repose la question sur les 20 ans quand même. Est-ce que dans 20 ans, vous pensez que vous habiterez, que vous vivrez en France ou non? Je pense que de plus en plus, on va être amené à vivre une vie internationale. Donc, vivre en France, entièrement en France, uniquement en France, non. Mais très certainement, aller à droite, à gauche, et revenir en France, oui. Ça, c'est très net. Est-ce qu'il vous arrive d'adresser comme ça, globalement, sentimentalement et sans grande raison, mais tout de même c'est intéressant, des reproches aux gens qui sont vos aînés? Dans les domaines généraux, non. Jamais. Je veux dire, je me suis jamais posé les questions. Vous ne nous accusez pas d'être coupable de quoi que ce soit? Vraiment pas. Si je recherche, je le vois d'ailleurs dans nos études historiques que nous faisons à Sciences Po, je m'en rends compte, eh bien, je rejette vraiment la responsabilité à personne, parce que qui sait ce que moi ou ce que vous, nous aurions fait à cette époque. Est-ce que vous avez le sentiment d'être gêné, bloqué un peu par les gens qui ont 50, 40 ans, qui sont en poste, si vous voulez, aujourd'hui? Pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Vous n'avez pas l'impression d'un barrage? Non, absolument pas. Vivons après tout,
Le monde futur est un monde où les gens de 20 ans peuvent côtoyer les gens de 70 ans, aucun problème. Et avoir les mêmes postes. Futuriste, là. Vas-y. Monsieur Pétillon. Monsieur Pétillon, ça fait 4 ans, je crois, que vous avez été reçu premier anormal, non? Oui, 4 ans, oui. 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Ben, je suis resté à l'école d'abord, un peu, j'ai appris à connaître pas tous mes copains de maintenant. Et puis, je suis parti à l'étranger longtemps, enfin 2 ans. Où cela? Et je reviens en Angleterre, dans une université. On sort pas des universités. Hein. Il y a une question que je voudrais vous poser à tous les trois. Entre un normalien tout neuf et un normalien de 4 ans, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Je comprends Non, pas je veux très dire, quand bien. on entre, bon, on est, j'imagine, très fiers, non? Très heureux, d'abord. On est surtout très fatigué, je crois. Enfin, il me semble pas qu'on soit très très fiers. Enfin, Non? non, c'est une bonne chose de faite, quoi. Bon, mais ce Oui, qui oui. change finalement, en dehors bon, du changement dû à l'âge, évidemment, mais Ouais. ce qui change, c'est l'image qu'on se fait de normal ou... Oui, ça peut-être beaucoup. Enfin, à mesure que le moment d'entrer dans la vie, d'avoir un travail surtout apparaît, se rapproche, on s'aperçoit que, je sais pas, que les possibilités sont un peu plus limitées que ce qu'on avait vu. Du moins dans le futur immédiat. Parce que, je sais pas, ce qui se passe un peu, c'est qu'on arrive à l'école et on entend parler de normaliens. La plupart du temps, ce sont des gens de 40 ans, 50 ans qui sont arrivés, qui ont fait quelque chose. Et alors, on connaît que les gens qui sont avec vous à l'école, et ensuite ces gens arrivés. Et entre-temps, il y a une sorte de, je sais pas, de purgatoire où on connaît aucun normalien. On imagine qu'ils travaillent, enfin, ou, je sais pas, mais ils sont vraiment dans l'obscurité. Ceux-là, on les voit jamais. Je me suis demandé ce qu'ils faisaient. Absolument, oui. Après, on les voit réapparaître. Enfin, je sais pas, on en trouve un élu à l'Académie française. Et ceux-là, on sait jamais ce qu'il a fait dans l'intervalle. Hein. Question que je leur pose. Vous êtes étonné un peu de cette obscurité momentanée qu'ils ont, finalement. Oui, comme si... Enfin, comme s'il y avait une sorte de purgatoire de travail avant d'arriver. À la célébrité, Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pendant le travail? Enfin, la célébrité. à l'installation. Oui, je dirais simplement À l'installation, à oui. l'assise sociale, oui, tout simplement. Est-ce que vous avez le sentiment de comprendre, parce que vous êtes, pas parce que vous êtes normalien, mais parce qu'étant normalien, vous êtes ce que vous êtes, est-ce que vous avez le sentiment de comprendre un peu mieux que pas mal d'autres gens ce qui se passe dans le monde en ce moment? De comprendre. Oui. De savoir peut-être, oui, parce qu'on a... Enfin, l'information qu'on a, on a beaucoup d'informations trop. Enfin, les choses qu'on peut savoir, on sait beaucoup de choses. Maintenant, comprendre... Pourquoi vous êtes plus informé que les autres, vous croyez? je sais pas, enfin, on vit un peu là-dedans, la manière... Je sais pas, on passe encore son temps à apprendre des choses qui sont, disons, ou bien d'histoire, ou de la géographie, ou bien Oui. des langues. Enfin, on est encore un peu tourné vers l'extérieur, on n'a pas de métier à faire encore, on n'a pas commencé à être dans le train-train d'un travail qui vous prend entièrement. On a un peu l'esprit panoramique, c'est ce qui est... Alors c'est très utile pour savoir, pour comprendre, je ne sais pas, parce que ce qui manque c'est une sorte de choix fait. Enfin, on n'a rien choisi, on n'a pas de position irrémédiable dans la vie encore. Et ce qui aiderait peut-être à comprendre mieux, je ne sais pas. Vous avez dit une phrase qui m'a semblé très juste, comprendre un peu mieux. Oui, un peu mieux. C'est ça, comprendre un peu mieux. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas l'impression de comprendre un peu mieux aussi, en raison des émissions que vous faites, par exemple ou... Oui, un peu mieux que qui, enfin... Oui, un peu mieux que qui, c'est là le problème en fin de compte, un peu mieux que qui. Si on parle de moyenne, c'est très difficile à définir. Mieux comprendre, oui, mais mieux comprendre qu'au fond, on ne comprend rien. C'est surtout ça, l'important. C'est que plus on avance, plus il y a de choses à trouver. Je veux dire, la quantité de choses que vous pouvez expliquer à quelqu'un est tout de même assez grande, en fond, non? Disons qu'on a les mots, parce que c'est ce qu'on nous apprend. D'autre part qu'on a la liberté. À vous. Oui, on a la liberté. La plupart de nous se sont beaucoup promenés. Je sais pas, en fait c'est une école où les gens sont assez heureux. C'est peut-être une chose qu'on ne dit pas, mais peut-être que c'est... Ah oui. Monsieur Widelmanger, vous préparez l'agrégation de mathématiques cette année. Vous pourriez par conséquent ne pas la présenter. Oui. Puisque les scientifiques ont le droit de ne pas présenter l'agrégation, n'est-ce pas? Oui. Vous avez choisi de le faire. Oui, j'ai choisi de le faire. Mais les mathématiciens de l'école, enfin les élèves en mathématiques, choisissent tous de le faire pratiquement, en raison des difficultés minimes qu'il y a
préparer cette agrégation. C'est-à-dire que c'est une préparation assez reposante. Vous êtes entré à l'école à 18 ans, je crois. Oui. Vous avez la réputation ici d'être un grand mathématicien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce genre de réputation qui se fait à l'intérieur des petits groupes. On dit celui-là c'est le grand savant, celui-là c'est le poète, celui-là finira avec le prix Nobel de la paix, etc. En fait, ça ne veut rien dire du tout. Ça. Mais vous pensez mathématicien tout de même? Je me pense mathématicien, mais enfin, on ne peut pas savoir pour le moment. Vous n'êtes pas tenté par la philosophie? Non. Il vous arrive quelquefois d'avoir des entretiens avec les philosophes ici à la maison? Oui, depuis, surtout cette année d'ailleurs, je commence. Ce sont des entretiens souvent assez décevants parce que peut-être que j'ai mal choisi mes philosophes, mais ils parlent de toute autre chose dont j'ai envie de leur parler. Alors. Les conversations se terminent vite? Non, les conversations sont toujours très longtemps, mais d'abord il faut que je leur fasse comprendre mon langage, mes problèmes. Il faut, toutes les fois qu'ils parlent, que j'essaye de comprendre ce qu'ils disent. Alors, je crois y arriver, mais cela ne veut pas dire que je le comprenne vraiment. Si j'établis une correspondance avec mon système de pensée, puis je traite de problèmes qui ne m'intéressent pas. Je traite de problèmes qui ne les intéressent pas. Vous aimez la vie à Normal? Moyennement, c'est-à-dire que c'est très agréable. On peut faire ce qu'on veut. On a une chambre tout seul. Mais c'est un peu une vie de clan, une vie de groupe. Évidemment, toute ma vie, sans doute, je mènerai une vie de groupe, le groupe des universitaires, petit clan. Enfin, ici, c'est quand même un peu trop. Pourquoi c'est dangereux, c'est ennuyeux? C'est un peu dangereux, c'est-à-dire qu'on se laisse tenter par le folklore, par l'esprit de caste. On méprise les autres un peu? Il arrive souvent qu'on dise un tel n'est pas normalien, puis ça n'a aucun intérêt. Ça vous arrive à vous aussi? Ça doit m'arriver, seulement être normalien, on est souvent normalien parce qu'on a eu de la chance de pouvoir préparer le concours. Alors. Vous avez une grande curiosité, on m'a dit que vous faisiez beaucoup de choses. Oui. Vous avez appris le hautbois en entrant à l'école? J'ai appris le hautbois en entrant à l'école, mais parce que. En partie sur un coup de tête, puisque. À vrai dire, faire du piano n'est pas le signe qu'on aime. Je faisais du piano avant d'entrer à l'école, mais faire du piano n'est pas spécifiquement le signe qu'on aime faire de la musique, c'est plutôt le signe qu'on a eu une famille qui avait un piano et qui avait certaines notions de ce que devait être l'éducation d'un jeune homme bien, alors on lui fait faire du piano. Chez moi, c'est toujours parce qu'on avait un piano. Vous avez fait du piano? On m'a fait faire du piano, mais. Tandis que le hautbois, c'était... Le hautbois, c'est une volonté de faire du hautbois, de faire de la musique. Est-ce que la France est un bon pays en ce moment pour les mathématiciens? Pour les mathématiciens, c'est un excellent pays. Enfin, c'est un des 5 ou 6 pays où on fait les plus belles mathématiques dans le monde. Il y a bien quelques difficultés dues à une organisation souvent un peu folâtre, un peu farfelue de l'enseignement et de la recherche. Enfin, ça n'empêche pas qu'on fasse de bonnes mathématiques en France.